Madame, monsieur, merci d'être venu, entre guillemets, pour notre épisode de Donc Voilà Quoi, le podcast où je parle avec mes potes comiques. Aujourd'hui, je suis avec Dedo. On s'est retrouvés dans un restaurant marocain que j'adore qui s'appelle le Zac, qui est à 32 rue de la Fontaine-au-Roi, dans le 11e arrondissement à Paris, France. Et honnêtement, notre conversation est passée hyper rapidement. 1h20 est passée comme ça. Donc j'espère que vous allez passer un aussi bon moment que nous. Bonne écoute. Donc on est là au Zac, qui est un restaurant marocain que j'aime, qui est rue de la... Parce qu'il faut que je fasse de la pub, mais c'est pas ce que j'aime, ce restaurant. T'as bien raison. Et rue de la Fontaine-au-Roi, ouais. 32 rue de la Fontaine-au-Roi, ce que m'a dit le taxi aussi. Ouais. Il le connaissait, il savait que ça s'appelait le Zac. C'est vrai? Ouais, je te jure. Donc, tu vois, c'est connu. C'est que c'est une bonne adresse au final. Ouais, et donc, il était marocain, il était, ouais, alors je sais pas exactement de quelle diversité c'était, ouais. Mais il était rebeu, ça c'est sûr. D'accord. Accent okay. Très prononcé, très sympa. Donc, si le rebeu connaissent cette adresse, ça veut dire qu'on mange bien. Ça veut dire qu'on mange très bien. On boit du bon thé, on mange très bien, tout est parfait. Ouais. Donc, je suis là avec Dedo. Enchanté. Ça va? Ça va bien et toi alors? Ouais, très bien. Je suis fan du micro, hein. Les gens le disent régulièrement. Mais j'accepte tous les compliments. Tu verras que les prochains que tu inviteras aussi seront sous le charme. Parce que vraiment, il est très classe. Ouais. Et c'est pour ça que je l'ai mis dans la photo du podcast, justement. Ouais, t'as bien fait. Parce que oui, ça donne envie, ouais. Et donc, tu as fait ta valise pour... J'ai pas fait ma valise. Pas encore? Non, pas encore. Alors, t'es venu même sans avoir fait Exactement. ta valise. Écoute, okay. Je pars demain à 16h pour Montréal, donc ça me laisse un peu de temps malgré tout. Ah, d'accord. Je pensais que je partais le matin. Non. Finalement, il y a des trucs... puis j'ai eu des trucs que j'ai pu faire en avance, que je devais faire le matin. Finalement, je les ai déjà fait. Ouais. Donc, j'ai gagné sur le temps de valise. Ok. Qui va prendre 7 heures, je pense. Donc, voilà. 7 heures? Ouais. T'es une meuf en fait? Ouais, un peu. Non, c'est pas. Mais en fait, là, on part 15 jours. Je pars du 3 au 17. Ah oui, ok. Donc, il va falloir. Soit, en fait, j'ai deux possibilités. Soit je blinde de fringues et je lave rien, mais ça va faire beaucoup. Oui. Soit je pars avec, on va dire, une semaine et je lave sur place dans une laverie. Oui, c'est faisable ça. C'est faisable aussi, hein. Je pense que je vais faire ça parce qu'en plus, j'ai pas envie de payer de surplus. Oui. Tu sais, ouais, c'est sûr. Tu sais où tu seras dans un hôtel, j'imagine. Ouais, je pense, mais du coup, je sais pas exactement comment on va gérer. C'est ma prod qui a géré ça. Ouais. Mais je pense que on sera tous plus ou moins dans le coin. Ouais, même. Je crois que c'est à l'Opus. Ouais, si ça parle à des gens qui écoutent à Montréal. Non. Voilà. Bon, pas moi, en tout cas. Si ça parle à des filles qui sont très bonnes, à l'Opus, il y a des gens surtout les Québécoises. Ah, surtout les Québécoises. Ouais. Non, pour de vrai, en plus, les Québécoises sont très, très... Elles font ce qu'elles appellent... Elles se font une shape. C'est-à-dire, elles aiment bien s'entretenir. Ouais. Elles font de la salle beaucoup là-bas. Ah bon? Donc forcément... Ouais. Vraiment, c'est culturellement, apparemment, c'est quelque chose d'assez répandu là-bas. D'accord. Les Canadiens font attention à leur corps. Ah, les Québécoises peut-être. Et les Québécois. Parce que j'ai voyagé pas mal au Canada. Et les mecs par contre non. Ah ouais, c'est pas ça. Non, même les femmes. Ouais, c'est peut-être à Montréal. C'est même Montréal, ouais. Ça se trouve c'est Montréal. Je pense que c'est côté l'effet de ville. Un quartier dans Montréal spécifique. Ouais, c'est peut-être ça. Peut-être il y a 5 filles qui ont. 5 filles. Alors je les ai vues au moins 3 j'en ai vu. Et vraiment elles étaient bien. Elles étaient très très bien. Et bien tatouées. Et pas toutes, mais plus qu'en France. Alors c'est marrant parce que plus qu'en France ça dépend quand même. Par contre, à Montréal, il y a un endroit qui est très très réputé, un bar un peu métal entre guillemets, qui s'appelle les Foufounes électriques, qui est forcément du coup un nom très intéressant. Ouais. Et qui est très sympa. Vraiment, l'endroit est très sympa. Et la communauté métalleuse est, j'ai l'impression, un peu représentée à Montréal. Enfin, je sais pas, j'ai cette impression-là en tout cas. Quand je me baladais, j'en voyais pas mal. Et tu connais, bon, c'est peut-être une bonne manière d'entamer ce sujet. Toi, tu adores le métal ou pas? Oui, bien sûr. Ouais. Okay. C'est-à-dire, je suis. Alors, j'écoute autre chose aussi, mais c'est vrai que j'ai une base entre guillemets de métalleux depuis l'adolescence. Ouais. Depuis, je pense que les premiers groupes, dans mes premiers souvenirs en fait de trucs que j'ai écoutés, je devais avoir 12-13 ans. Ouais. Et j'ai découvert, en fait, j'étais scotché parce que j'avais un cousin à moi dans sa chambre qui avait un poster d'un des albums d'Iron Maiden avec Eddie, tu vois, donc je sais plus quel album c'était, ça devait être Number of the Beast, je sais plus, bref, hyper graphique, hyper fort, et moi j'étais petit, j'étais déjà dingue de cinéma et de films d'horreur entre autres, donc ça m'a envoyé un imaginaire que je connaissais et j'ai voulu écouter, et c'est tellement surprenant à cet âge-là de découvrir ce type de musique c'est clair. Que du coup ça m'a donné envie d'écouter plein d'autres choses un peu dans ce courant-là.
Et du coup, je me suis ouvert à plus de trucs dans le métal, après des trucs un peu plus précis. Voilà, comme tout le monde après, on va dire comme tout le monde, Metallica, des trucs comme ça, mais après plus des trucs Pantera, Slayer. Ouais, et les anciens aussi, genre Black Sabbath. Ouais, carrément, bien sûr. T'es obligé de passer par la base. Ouais. Je pense que n'importe qui à un moment, en tout cas, mais comme dans n'importe quel courant musical, tu vas avoir envie de creuser un peu dans les racines et de savoir d'où vient le mouvement, pourquoi il est là. Ouais. C'est très marrant, il y a une anecdote. Tu vois toi tu vois ce geste, les auditeurs le voient pas forcément. Faire les cornes en fait. Il y a plein de gens qui pensaient que c'était quelque chose à la base qui était justement un côté un peu démoniaque. Tu sais, on fait les cornes du diable et tout. Du diable, ouais. Il faut savoir qu'en fait, ce geste, c'est Ronnie James Dio qui l'a inventé. Dio, qui était un chanteur très connu, qui a été aussi un des chanteurs justement de Black Sabbath à un moment, si je dis pas de conneries. Enfin bref, il était très connu, un groupe qui s'appelait Heaven or Hell aussi. Et en fait, lui, un jour, il a fait ça sur scène. Mais naturellement, en fait, à la base, il est italien. Et c'est un geste en Italie pour conjurer le mauvais sort. D'accord. Ok. Et il l'a lâché. Et en fait, sa grand-mère lui faisait souvent aussi, tu vois. Et à un moment, sur scène, il l'a fait. Et donc, tout le monde... Vraie anecdote, hein. Et les gens commençaient à trouver ça cool, à faire pareil. Et vraiment, entre guillemets, la standardisation de ce geste, c'est Ronnie James Dio qui l'a faite pour... aucune raison diabolique. Tu vois, comme quoi des fois tu fais rentrer un espèce de folklore qui est pas là, qui est cohérent. Mais beaucoup de métal, c'est juste autour de cette folklore. Sûr. Led Zeppelin, il y a beaucoup de mystères, Black Sabbath aussi. Mais c'est normal. Ce côté aussi Seigneur des Anneaux, on a l'impression qu'il crée presque un autre monde. Mais parce que c'est aussi intéressant quelque part de créer une aura à travers un courant musical. C'est sûr, surtout dans celui-ci, tu vois. C'est sûr que si Lara Fabian, à un moment, elle met du mystère et qu'elle met des bougies derrière elle, on va se dire, elle doit être dépressive, mais c'est pas cohérent avec l'univers. Alors que là, tu vois, tout s'y prête. Donc c'est pas gênant, et ça va très bien avec. Et donc c'est vrai que ça se fait assez naturellement. Et puis cultiver le mystère, c'est une façon aussi de cultiver l'envie. C'est clair. Voilà, tu vois, de se dire, mais on a envie d'en savoir plus, on a envie d'écouter, on a envie de découvrir. Donc quelque part c'est malin. Et aussi de s'échapper de ta vie. Tu peux entrer dans un monde d'un groupe, même si c'est pas visuel. Bien sûr. Ça peut avoir le même effet qu'un film. Surtout qu'il y a carrément eu des artistes, alors encore une fois dans le milieu entre guillemets hard rock ou metal, qui ont vraiment joué de ça. Là, moi je suis, j'en parle dans le spectacle d'ailleurs, je suis assez fan de Marilyn Manson, mais Marilyn Manson à la base, c'est beaucoup inspiré d'un mec qui s'appelle Alice Cooper, qui déjà mettait un personnage en scène, et qui avait un énorme décorum, qui jouait avec des guillotines, des machins. C'est vraiment un spectacle. Et c'est ça que je trouve intéressant, c'est que tu retrouves pas ça forcément dans d'autres courants musicaux. C'est que beaucoup de groupes installent un vrai show sur scène. Que ce soit un show scénique entre guillemets avec d'immenses espèces de ballons gonflables, tu vois, ACDC avec les machins, ou Pink Floyd avec la exactement la vache, les machins qui volent. Il y a toujours eu ça, et il y a d'autres courants. La pop, tu vois, par exemple, ça s'y prête moins, j'ai l'impression. Alors le R&B encore moins. Il y a moins de trucs explosifs. C'est plus de la paillette. Les costumes, ça brille, ça pète. On met des trucs qui, tu sais, des canons de glitter. Mais il n'y a pas le côté un peu fun. Et c'est ce côté-là qui m'a plu aussi là-dedans, c'est le côté fun dans le courant musical. Ah, donc t'as vu plein de gens live en fait. Ah ouais, beaucoup. Qui passaient à Paris. Non, j'ai eu l'occasion. J'ai eu l'occasion. C'est marrant, tu vois, on parlait de Montréal. J'ai eu l'occasion on est allé en vacances avec Yacine. Parce qu'on avait joué avec la troupe. Ouais, je me souviens que vous êtes allé il y a quoi, un an et demi? Deux ou 3 ans, je sais plus. On y était allé en vacances parce qu'on avait adoré la ville. On était allé jouer avec la troupe là-bas en 2007, le spectacle. Et on est devenu dingue de la ville. Vraiment, on a dit, mais c'est trop bien. C'est joli, les gens sont super accueillants. Et je trouve que ça a tous les bons côtés des États-Unis, sans les mauvais. Sans le flingue. Voilà, exactement. Tu vois, le côté, les gens disent eux-mêmes là-bas, on ferme pas à clé, on est tous détendus. Et c'est vrai que t'as l'impression que la criminalité, elle est ailleurs, quoi. Elle est partie vraiment du côté du lobby des guns, tu vois. C'est ça. Où vraiment, Charlton Heston, tu vois, dans sa maison, à un moment, il a dû vraiment faire gonfler ça très fort. Mais là-bas, tout le monde est très détendu, et du coup, on y est retourné régulièrement, et là, on y était retourné en vacances. Et ils ont un gros festival de métal là-bas qui s'appelle Heavy Montreal. Et j'ai eu l'occasion de voir Rob Zombie là-bas, qui n'est jamais venu en Europe. Et donc, ça a été pour moi l'occasion de le voir enfin en live. Et lui, pareil, tu vois, au niveau du décorum, c'est un barnum de dingue. Il arrive dans un espèce de robot géant, c'est très marrant. Il en fait, il joue toujours Rob Zombie, il joue toujours, et il faut savoir qu'il a sorti un album il n'y a pas longtemps et que c'est aussi un réalisateur.
D'accord. Ouais, j'ai vu ça. Il fait plus de films d'horreur. Ouais, en fait. Il s'est spécialisé. Déjà, en fait, dans son univers musical, il a toujours aimé un peu le cinéma de genre. Ça se sent, tu vois, les films de la Universal des années 30, les Frankenstein, tout ça, il en joue. Et il a toujours été passionné, puis il a eu l'occasion un jour de devenir metteur en scène. Il a fait un film qui s'appelle House of Thousand Corpses. Ouais, je me souviens quand il est sorti. Ouais. Voilà, La Maison des Mille Morts. Après, il y a eu un autre film qui, pour moi, mon préféré, c'est The Devil's Rejects, qui est un hommage à Peckinpah et à plein d'autres choses. Et là, il continue. Il a fait il a fait le remake d'Halloween de Carpenter. Il a fait une suite. Ah bon? Ouais, qui est très intéressant, parce que je sais pas si tu connais Halloween de Carpenter. Et ben lui, s'est concentré, en tout cas, sur la première partie du film, sur l'enfance de Michael Myers. D'accord. Donc l'angle d'attaque est super intéressant. Ouais. Donc c'est une espèce de, comme ils ont fait avec Batman, un peu d'entrer dans le passé. C'est un peu ça, les origines du personnage. Voilà. Pourquoi, comment il a pu mal tourner entre guillemets. D'accord. Très très intéressant. Puis là, il a fait un autre film qui s'appelle Lords of Salem, qui va pas sortir en France, qui va sortir en DTV, mais qui a l'air très bien aussi. D'accord. Ouais. Très fan. Ouais. Très fan de cinéma, très fan de musique, très fan de plein de trucs. Ouais. Et de stand-up, bien entendu. Et donc, est-ce que tu vois un lien entre les deux? Entre la musique et le stand-up? Ouais. Par exemple, le côté que tu aimes avec tous ces artistes que tu viens de citer. Ouais. Est-ce qu'il y a un lien avec quelque chose que tu aimerais reproduire sur scène en tant que stand-upper? Tu vois ça vraiment comme... Parce que bien sûr, ton personnage, ce que tu as qui est très fort, c'est ton personnage. C'est-à-dire que ce côté, dis-moi si je t'écoute. Mais genre, on a l'impression physiquement que t'es métalleux, tu vas déchirer la tête, mais en même temps, t'as un côté geek très, très chaleureux, très, très mignon, quelque part. Exact. Qui est très drôle, ce contraste. Ça marche très bien, enfin. Voilà, en tout cas, ta première vanne est super fort. L'entrée, le coucou, bien sûr. C'est énorme. Je trouve que justement, moi j'essaye par rapport à mon spectacle, entre guillemets, de donner ça d'entrée. C'est-à-dire que d'arriver sur justement un morceau très métal, très fort, avec une attitude forte, posée avec les mains justement coupées, avoir une attitude bad à fond. Et au moment où tu prends le mic, la première chose que tu dis c'est coucou, très sympathiquement. Je trouve que ça définit tout le reste, parce que mine de rien, c'est cohérent. C'est-à-dire que pour bon nombre de métalleux que je connais, tout le monde est très détendu, tout le monde c'est des gens marrants, c'est des gens qui aiment bien s'amuser, et c'est en fait quelque part un peu les médias qui les ont catégorisés dans une bulle de mecs bizarres, mecs dangereux, mecs dépressifs, mecs suicidaires. Mais en fait, dans la vraie vie, c'est pas ça. Et justement, moi, je trouvais ça intéressant d'entrée de jeu, en tout cas par rapport à l'axe du stand-up et par rapport à mon axe à moi, de casser les codes d'entrée. Et d'arriver en mettant... Tu vois, pour moi... Un métalleux, ça peut être aussi Wayne dans Wayne's World. Oui, bien sûr. Tu vois ce que je veux dire? Il y a un côté sympa, un côté marrant. Même naïf, quoi. Même un peu naïf qui peut fonctionner. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est pas justement... après, il y a des gens qui le font et c'est pas du tout le problème. Mais moi, j'ai pas envie de faire 1 heure d'humeur bad. Ça m'intéresse pas. Moi, j'aime bien faire des variations. Donc, il y a des moments où je suis énervé dans le spectacle, et puis il y a des moments où je parle de tout et n'importe quoi. De toute façon, tout le spectacle n'est pas du tout anglais au niveau de l'angle, je veux dire, sur le métal. Tu vois, j'en parle entre guillemets de l'image et justement des clichés que ça peut véhiculer. Ça dure 6-7 minutes. Oui, j'ai vu quelque part, moi j'ai pas vu ton spectacle en entier, mais j'ai vu plein de passages. Et je me souviens, tu t'en parles très peu finalement. Très peu. C'est obligé, j'en parle parce que forcément les gens m'ont connu aussi sous cette image-là, et je triche pas, je n'invente pas non plus, tu vois. Donc ça m'intéresse d'en reparler et de repasser justement ces clichés que j'essaye de casser justement. Mais après, dans le spectacle, je parle de mythologie grecque, je parle des rapports hommes-femmes, je parle de cinéma, je parle de musique justement. À la fin, je joue de la guitare aussi, je fais des morceaux. Je parle aussi de vieillesse, je parle aussi mais vraiment, ça brasse très très large. Et j'adore l'absurde. Donc j'en place aussi dans le spectacle. Je suis dingue d'Eddie Izzard, qui est pour moi mon maître à penser, comme Yacine. Comme Yacine. Voilà, on est tombé sous... On a découvert ce mec-là il y a longtemps maintenant. Même avant qu'il est venu en France. D'accord. Parce que moi, ça fait maintenant... la première fois que j'ai vraiment fait du stand-up, entre guillemets, les premières scènes, enfin les toutes premières scènes stand-up, ça remonte pour moi, j'avais 19-20 ans, donc c'était en 99 ou 2000 je crois. Ah oui? Ouais, c'était dans des petits cafés-théâtres du coin, les Blancs Manteaux, les machins, et j'étais vraiment arrivé en stand-up. Parce que, en fait, à la base,
J'ai voulu faire de la scène depuis que je suis, je sais plus, depuis que je suis au collège, j'avais envie de faire de la scène. Scène humour. Scène humour. D'accord. Mais je savais pas exactement quoi. À l'époque, tu vois, c'était très les inconnus, les nuls, des grosses références qu'on a en France. Je sais pas si tu connais. Ouais, je connais. Voilà, qui était très sketch dans l'absolu. Avec les nuls étaient un peu plus justement, un peu dans l'esprit Zaz. Ouais. Les Zuckerman, Abraham, Zucker. Ouais. Un peu plus du coup bordélique, tu vois. Donc ça m'attirait un peu plus que les inconnus déjà, même si c'était intéressant. Mais je savais pas. Et un jour, en fait, je savais pas comment attaquer le truc, quoi. Et un jour, en fait, j'avais un pote à moi au lycée, je sais plus, en première, je crois, son père était américain, il faisait régulièrement des allers-retours aux États-Unis. Ouais. Et un jour, il a ramené une cassette de Richard Pryor. Ouais. Voilà, qui était, si je dis pas, j'ai pas envie de dire de bêtises, mais je crois que c'était le Live in New York. C'est celui où il y a Snake, tout ça. D'accord. Tu sais, il parle il allait en Afrique, il y a la mort, tu sais, il bouffe du bacon et elle l'étouffe, je sais pas si tu te souviens. Non, bon, bref. Ça fait un moment que j'ai pas vu. Je crois que c'est Live in New York. Et donc c'était la première fois que je voyais du stand-up. Ouais. Voilà. Et j'ai vu ce truc-là et je me suis dit. C'était sous-titré en anglais. D'accord. C'est en anglais. Donc je crois. Pu suivre. Ouais, ça allait. J'ai toujours eu des facilités avec l'anglais, donc j'ai eu du bol. J'ai lu assez jeune des comics. Ouais. Beaucoup. Donc au bout d'un moment tu te familiarises avec ça. Et tout petit déjà, je me suis mis au cinéma très tôt parce que ça m'a attiré et je regardais j'avais la chance de pouvoir voir des films en VO sous-titrés. Ouais. Donc tu te familiarises avec la langue même sans t'en rendre compte, je pense. Et donc j'ai vu ça et je me suis dit mais putain, c'est ça que je veux faire. C'est exactement cette forme-là, c'est-à-dire que pas de mur. Ouais. Tu parles aux gens. Tu voyais ce mec-là qui parle et qui était à l'aise, mais tellement à l'aise. Et il faut savoir que ce spectacle-là, en fait, Pryor, si on peut en parler 2 minutes pour le coup, Pryor à la base, mais tu dois le savoir aussi bien que moi, mais peut-être que Pryor était dingue de Bill Cosby au tout début. Ça, je savais pas. C'est vrai, tu savais pas. Alors lui, il était vraiment fanatique de Bill Cosby. Ouais. Et il était tellement fan qu'il chopait même des intonations à Bill Cosby. Ouais. Et donc il était dans un truc très sage au départ, tu vois, très pas du tout justement dans son humeur un peu. Bill Cosby, justement quelque part on le voit comme le contraire. Très naïf. Voilà, exactement. Le contraire de Richard Pryor. Tu vois, vraiment pas rough du tout. Ouais. Tu vois, pas dur. Il dit presque pas un gros mot. Non, carrément. Il déteste ça. Ouais. D'ailleurs, à un moment, c'est Eddie Murphy dans Delirious, je crois, qui vanne un peu Bill Cosby par rapport à ça. Ouais. Et donc voilà, il était très. Il avait pas encore trouvé sa voix, ce qu'on appelle sa voix. Te ressembler le plus à ce que t'es dans la vie sur scène. Ouais. Et au bout d'un moment, donc il était à Vegas et il avait un numéro, son spectacle devait tourner, tu vois, dans des trucs un numéro cool. Il pouvait jouer tous les soirs. Et en fait, il en a eu marre à un moment. Il s'est tellement pas retrouvé qu'un soir, en plein spectacle, il était en train de jouer et au micro, il a vraiment dit mais en fait, c'est pas moi tout ça. Il a posé son micro et il s'est barré. Ouais. C'est barré de Vegas, et à partir de là, il a dit maintenant c'est mon matériel, je veux que ça me ressemble à moi, et il a commencé à mettre des poussies, des niggas partout. Ça a été un des premiers à vraiment, entre guillemets, dans son matériel, mettre tout beaucoup brisé. Il y avait avant lui Lenny Bruce, et après la génération juste après, c'est Richard Pryor, George Carlin qui ont. Carlin après, de la même manière. Brisé, quoi. Mais c'est vrai que lui, il a, entre guillemets, entendre entre guillemets aux États-Unis, encore plus donc dans les années 70 à l'époque, Wattstax, tout ça, ça devait être 70, entendre un noir, et même entendre quelqu'un déjà dire le mot, le N-word, qui disait eux-mêmes N-word aux États-Unis, parce que nigger, tu vois, c'est très très fort, et ça a une résonance très très forte, surtout là-bas, c'était tellement puissant, et lui, en fait, s'est approprié ce droit-là, parce que s'est dit, bah ouais, mais c'est cool, ça va, lui, il a le droit de le dire, c'est jamais négatif, en fait, c'est plus, c'est casser cette barrière-là, il n'y avait que Pryor pour le faire. Ouais. Et aussi de habituer les gens à l'entendre, ça enlève le côté hard. Ça reste toujours un mot hard. Bien sûr. Le fait qu'il a dû le dire tellement, et aussi Lenny Bruce a fait pas mal de ça, c'est d'explorer, et George Carlin aussi, la source des mots. Pourquoi un tel mot fait mal. Complètement. Et la remonter à l'origine, justement, de tout ça, et se dire pourquoi. Justement pour enlever cette douleur et d'enlever les armes que les gens peuvent utiliser contre un peuple. C'est ça. Et c'est vrai que pour le coup, Bruce, Carlin ou donc Pryor, et encore, pour moi, Lenny Bruce et George Carlin, c'était plus des prêcheurs qu'autre chose. Ils avaient ce côté un peu. Bruce, c'était ultra politique à un moment. Il y avait même plus de blagues. Sur la fin, ça devenait juste un mec qui avait la rage, quoi. Ouais. Et tu l'as vu le film avec Dustin Hoffman ? Incroyable. Très bon film de Bob Fosse. J'ai lu son autobiographie qui est très bien aussi. Ah ouais, c'est bien, putain, faudrait que je le lise ça. Ouais. Mais donc voilà, Pryor, voir ça, je m'étais dit, putain.
Et il faut savoir que ce spectacle, donc un de ses premiers spectacles qui a été capté en vidéo, parce qu'entre temps il avait fait des CD aux États-Unis, il y a la culture de l'album audio. Ouais, c'est clair. Et donc il a eu la captation, et en fait, c'est un des spectacles les plus impressionnants que j'ai vu, parce qu'il a un stade d'aisance et de détente qui est extraordinaire. Mais dans la racine même du mot. C'est au-delà, c'est pas normal. Et il faut savoir que il a mis, je crois que ce spectacle-là, ce matériel-là, cette routine-là, il a mis 8 ans à vraiment la concasser et en faire ce que tu vois dans la vidéo. Et j'avais un pote qui avait des enregistrements audio d'avant la capta, mais genre vraiment à tous ses débuts. C'est le même matériel, c'est les mêmes routines, mais aucun rapport. Aucun rapport. Juste le thème était pareil, c'est ça? Les thèmes étaient pareils, c'était les mêmes idées, c'était les mêmes machins, mais c'était pas la même détente, c'était pas la même voix, c'était pas la même fluidité et la même, entre guillemets, la même façon de faire passer un message aux gens. Tu sentais un mec qui était un peu dans le texte, là tu vois un mec qui parle. C'est ça la vraie différence. Pour moi, en fait, encore plus dans le stand-up, et tu le sais aussi bien que moi, t'arrives à un stade où tu te rends compte que, évidemment, le matériel, les blagues, les idées, c'est la base, c'est le plus important, mais en vrai, quand tu décryptes, la détente, c'est plus fort que ce que tu racontes. Voir un mec détendu sur scène, c'est plus fort qu'un mec qui va te lâcher 6 vannes. Et même s'ils sont bien écrits, même si elles sont mortelles, s'il est stressé, ça passe pas. Le meilleur texte du monde dit avec un tout petit peu de tension, ça sera moins marrant qu'un mec avec des vannes moyennes mais ultra détendu. La détente, c'est la base de la scène. Et je pense que tu es d'accord, mais la seule manière de vraiment être tellement détendu, c'est de jouer. C'est juste monter. Monter sur scène. Il n'y a aucune autre façon d'apprendre. Et c'est fou à quel point cette vérité revienne dans ma vie, dans le stand-up. Chaque fois que je vois les gens qui disent « Ah, j'aimerais travailler ceci, cela », souvent je dis juste « Monter ». On ne peut pas savoir. Et je pense, moi j'étais pareil, parce que au début je suis tellement dans la tête, je veux écrire une vanne, mais après un moment il faut que tu sautes, que tu montes. C'est ça, parce qu'à un moment, de toute façon, tu peux intellectualiser autant que tu veux, tu peux avoir pensé à l'idée autant que tu veux, tu peux avoir dit la phrase autant que tu veux dans ta tête ou dans ta chambre. Tant que c'est pas sur scène, ton corps il le sait pas. C'est ça, c'est corporel. C'est corporel, et il faut vraiment que les gens le savent peut-être pas, mais il y a une vraie mémoire du corps et il y a une vraie mémoire entre guillemets de l'événement. C'est-à-dire que la première fois où tu montes sur scène, tu peux faire ce que tu veux. Tu vas faire de la merde. Quoi qu'il arrive. Il n'y a pas de génie. Il n'y a pas un mec qui arrive, qui monte et qui est ultra marrant. Ou la première fois tu peux avoir parce que t'as tes amis. Ah, mais pas la toute première fois que tu montes sur scène. La première fois que tu testes peut-être, mais la première fois que tu montes sur scène, c'est impossible d'être marrant. La toute première, je dis bien. Après, tu peux arriver avec du matériel frais, être marrant la première fois, le rejouer une deuxième fois et te dire bah merde. Pourquoi ça marchait hier? C'est la deuxième fois pour moi. Parce que en fait, quand t'es dans une première, dans un spectacle, pas une première fois de scène, mais une première d'un spectacle, t'as une énergie et t'as un je sais pas. C'est tellement, en fait, t'es tellement entre guillemets un peu dans de la trouille de que ça marche pas et du test que c'est frais. T'as une fraîcheur. T'as une fraîcheur, quelque chose qui fait que même si c'est un peu bancal, je sais pas pourquoi, mais ça transforme. Et à la deuxième, là tu te rends compte. Tu te rends vraiment compte. Parce que déjà, en plus, t'as pas forcément des potes. Moi, je joue pas, j'aime pas prévenir, tu vois. Moi non plus. Mais parce que c'est pas du tout un bon indicateur. Tu apprends pas. Pour le meilleur et pour le pire. Parce que des fois, il y a des potes qui te disent c'est mortel et c'est pas forcément vrai. Il y a des potes qui te disent bon, franchement, c'est pas marrant et c'est pas forcément vrai. Donc il vaut mieux tester sur des vrais spectateurs lambda qui sont là dans une salle. Toujours. Ça, pour moi, en tout cas, après. Je suis d'accord avec toi. Mais c'est vrai que voilà, le côté, la première fois que tu testes, c'est magique. Il y a un truc magique, quoi. Et des fois ça passe pas, des fois ça passe bien, et de toute façon je connais personne, en tout cas moi, et franchement je connais même personne dans le milieu entre guillemets, qui va garder entre guillemets du matériel tel quel la première fois jusqu'à la 10e fois déjà tu retravailles. Tu retravailles tout le temps. C'est mauvais signe si tu fais exactement la même chose. Normalement, parce que déjà tu te l'appropries un peu plus, tu vas tester des trucs des fois en impro que tu vas trouver. Ça, c'est tout le temps en mouvement. Forcément, tu vois, un spectacle, t'as un squelette qui bouge jamais. Parce qu'au bout d'un moment, après chaque personne, chaque stand-upper va être différent et donc son matériel va être différent. C'est-à-dire que à même texte, à mêmes idées, toi et moi on le vendra d'une manière totalement différente. Clair, ça, parce que c'est ton prisme en fait. C'est ça qui fait que c'est la différence. Mais et je sais plus pourquoi je disais ça.
Mais c'était très bien déjà, ça c'est sûr. Très bien. Non, on parlait le fait de monter comme c'est la seule manière d'être. Ah oui, voilà, c'est ça. Ouais, l'expérience, il y a des gens qui veulent faire de la scène. Moi, c'est pareil, tu vois, toi comme moi, on a dû nous demander plusieurs fois, mais qu'est-ce qu'on peut faire ? Est-ce qu'il y a des endroits pour progresser ? Est-ce qu'il y a des façons ? Il n'y a pas de façon. Il y a toi, tu prends un mic, tu montes sur scène et tu parles. Un des meilleurs conseils que j'ai eu, c'était quand j'ai travaillé à. Tu veux ? Ouais. Dans un club à Boston. Ouais. Un comique très drôle qui s'appelle Don Gavin. Il m'a donné un conseil. Et le conseil, c'est ne suis jamais les conseils. Très bon conseil. Et c'est ironique. Mais justement, j'ai trouvé que c'était très bien dit. Parce que justement, chacun doit... Il y a des règles. On ne peut pas dire qu'il n'y a pas de règles ou de manières de le faire. Mais chacun doit trouver pour eux-mêmes le petite astuce. Complètement. Après, comme tu dis, il y a des règles. Ce qu'on peut appeler règles, ça va être plus sur des règles, entre guillemets, de technique d'écriture ou de savoir à quel moment tu mets un setup, enfin à quel moment tu mets une situation, à quel moment arrive la vanne de fin, et comment l'amener, comment mener une chute. Il y a beaucoup de termes techniques que, c'est pas forcément évident. Il y a des running gags. Des running gags, c'est des jokes, enfin des blagues que tu fais revenir au fur et à mesure du spectacle, qui te rappellent du coup notre situation. T'as des trucs qui s'appellent du slow burn, qui est en gros, tu racontes un truc, une longue histoire avec des petites vannes, des petits moments marrants, et à la fin, t'as la grosse chute qui est explosive et qui te retourne. Voilà, t'en as plein. T'as le storytelling, c'est plus raconter que d'être dans la vanne. C'est raconter une longue anecdote, ça marche aussi. Aussi juste la règle de Détroit, par exemple. Il y a des fois quand tu cites 3 choses, la chute et la troisième. Exactement. Ce genre de règles, et on comprend pourquoi ça existe, parce que et ça marche pour une raison. Il y a une raison. Il y a une vraie raison, parce que il y a quelque part une logique d'écriture. Maintenant, c'est des trucs que t'apprends pas forcément dans les bouquins. Il y a toujours des gens qui te disent, peut-être que ça marche aussi comme ça. Il y a des gens, peut-être que en lisant dans des livres, entre guillemets, comment construire un passage, techniquement, sûrement que ça les fait progresser, mais je pense que la meilleure façon de s'en rendre compte, c'est de se planter. C'est d'essayer de voir pourquoi et de comprendre par toi-même plutôt que de lire des trucs dans des bouquins. Clair. Après, je dénigre pas. Il peut ça aider. Peut être ça peut aider. Ça peut te faire prendre conscience de certaines choses en tout cas. On peut pas échapper à la scène. C'est ça le truc. Après un moment, soit tu dois faire face à la scène. Et je pense aussi surtout qu'à un moment, sinon tu restes dans ta chambre, quoi. Oui, justement. Il faut jouer. Oui, justement. Et comme tu as dit en revenant sur cette idée que tu as dit que quand tu es détendu et toi-même, ça, tu peux pas avoir intellectuellement. C'est justement, comme tu as dit, c'était très bien, c'était très corporel. Donc, après un moment, il faut lâcher le texte. Complètement. Et il y a plusieurs façons de faire. Il y a des gens qui sont la virgule. Tu vois, tu prends un mec comme, tu prends Chris Rock. Chris Rock, tu vas voir son spectacle mardi, tu retournes le mercredi, c'est la même chose. C'est la même chose. Ça bouge pas. Et tu prends d'autres gens, tu prends Eddie Izzard par contre, c'est tout le temps en mouvement. Tout le temps parce qu'il improvise beaucoup sur scène. Et je respecte les deux, attention. Je ne dis pas qu'il y a un truc qui est mieux que l'autre. Je dis juste que chacun sa façon, entre guillemets, de parler, de raconter. Tous les deux, ils ont trouvé eux-mêmes. Ils ont trouvé leur style. Tu vois, le style Chris Rock, il n'y a que Chris Rock qui l'a. Ce côté prêcheur à fond, qui fait des allers-retours sur scène non-stop. Il prêche en fait. Il prêche, c'est un vrai prêcheur. Prêcheur, aux États-Unis, les prêcheurs, les prédicateurs, ils ont ce côté-là. C'est le côté, les télévangélistes. Tu vois, vraiment très dans l'énergie. Ils répètent la même phrase. Tout le temps. En fait, c'est comme s'ils avaient bossé comment devenir un prophète. C'est ça. Tu le sens. C'est ça. Et ça marche très bien parce que, et c'est en ça que c'est fort, et c'est très américain parce qu'ils ont cette culture-là d'entertainment, c'est que c'est du show, c'est du putain de show. Donc les gens se font attraper parce qu'au d'un moment, t'es dans une telle énergie que d'un coup, toi aussi tu lèves les bras et que t'es là et tu dis mais oui, il a raison. C'est le côté mise en scène de je te touche le front, je tombe dans les pommes parce que je te soigne et tout. C'est très ricain, mais c'est très représentatif de ce côté chaud. Chaud à mort. Et je vous emmène avec moi. Et je vous emmène avec moi et je vous attrape. Et Chris Rock, il a ce côté-là, sauf que lui, il te balance des idées dans la gueule.
qui sont ultra bien pensées, qui sont ultra intelligentes, et puis il y a des vannes, bon bah voilà quoi. Des vannes et des commentaires sociaux, mais tout le temps. C'est très bien. Et est-ce qu'il y avait un moment, en parlant de personnages, ça t'a pris longtemps pour trouver ta voix, par exemple, pour arriver à ce qu'on a, on a commencé en disant comme ton personnage est bien défini et tu joues pas mal avec ce contraste entre ton apparence et tes vannes. Ça t'a pris longtemps pour trouver ça? Ouais, parce que je pense que ça te prend déjà, c'est un travail de toute une vie. Je suis toujours en recherche. Je pense que les gens qui ont trouvé là maintenant, je les respecte. Si vraiment ils se disent moi c'est bon là. Tu dis ok. Mais je pense que tu es tout le temps en recherche. En tout cas, entre guillemets, travailler un peu plus le côté métalleux auprès du grand public, c'est plus, c'est un peu Kader qui m'a orienté vers cet axe-là. Kader Aoun, avec qui était donc le co-auteur et le metteur en scène de Jamel. De Jamel et c'est celui le directeur artistique du Jamel Comedy Club. Au début. Au début, exactement. Et c'est vraiment lui qui m'a plus ou moins, en discutant, qui m'a dit mais ce serait intéressant d'aller dans cette direction-là. Et moi au départ je savais pas trop parce que j'avais justement un peu peur entre guillemets de m'enfermer dans quelque chose. Tu vois, j'aime pas le côté étiquette et je voulais pas que les gens se disent ok, donc lui c'est que ça. Comme pour n'importe quoi en fait. Tu vois, que les gens, j'ai toujours cette crainte là d'ailleurs que les gens se disent oh non mais son spectacle je sais pas trop parce que ça va être 1h30 sur du métal. Et tu te dis mais c'est pas ça que je dis, et c'est pour ça que t'es tout le temps en train de faire des passages différents pour essayer de montrer que justement t'es pas sur une seule même couleur. Mais c'était intéressant, et il a eu tout à fait raison d'aller vers là au départ, parce que justement c'était tellement en plus différent des autres par rapport à la troupe, tu vois, qui était quand même au départ on essayait d'avoir des thématiques assez urbaines, tu vois, de se dire allons-y là-dedans dans cette thématique là. Et moi c'est vrai qu'à la base je suis dingue des Monty Python, j'adore l'absurde, donc je m'étais dit urbain, ok, mais il m'a dit essaye de mêler les deux, essaye en tout cas de trouver un truc qui fait que tu pourrais être et un peu urbain et un peu entre guillemets dans le côté métalleux, essaye de trouver quelque chose. Et moi j'habite vraiment dans le 93. Donc je me suis dit écoute, pourquoi pas le jouer dans ces cas-là vraiment, en tout cas dans cette thématique-là de départ, de dire, de me raconter moi avec les galères que j'ai pu avoir quand effectivement t'es ado et que t'es métalleux dans le 9-3, ce que ça peut provoquer au niveau des réactions des autres. Et ça a bien marché, parce que le passage, j'ai eu de la chance, ça a été assez marquant auprès des gens, et l'image, enfin entre guillemets, voir déjà quelqu'un avec les cheveux longs, c'est simple au niveau de l'accroche visuelle, donc au moins on se souvenait de moi. Quoi qu'il arrive. Je me souviens, parce que je parlais presque pas français, mais j'ai vu, je pense, la première saison, peut-être deuxième saison. Je me souviens de toi. Voilà, c'est sûr que oui, physiquement. L'accroche, elle est forte d'entrée de jeu entre guillemets quand t'as pas l'habitude déjà. Et donc ça a été positif parce que déjà les gens se souvenaient de moi, donc c'était intéressant. Et deux, ils se souvenaient de moi aussi parce qu'ils avaient trouvé le passage marrant. Donc tu te dis déjà c'est positif, on va pouvoir commencer à bosser. Et puis très vite, j'ai pas voulu m'enfermer là-dedans. Parce que ça, c'était pas très intéressant pour moi. Dans la saison 3, par exemple, on faisait des chansons marrantes. On a fait une chanson avec Yacine qui s'appelait la chanson Vanessa, la chanson du geek, qui n'avait rien à voir. J'ai fait un moment un slam. J'étais à la guitare et je faisais un espèce de ménestrel qui commentait une embrouille entre Amel et Fabrice. Tu vois, donc ça permettait déjà pour moi de donner autre chose et que les gens ne m'enferment pas en ça. Avec Yacine, on a eu l'occasion dès 2007 de faire un truc qui s'appelle l'histoire racontée par des chaussettes, qui est un programme court qu'on a créé et qui n'a rien à voir. C'est vraiment un petit théâtre de marionnettes où on parle de thèmes historiques, c'est très absurde. On réinvente, on essaie de faire redécouvrir aux gens les grands thèmes historiques ou des thèmes marquants en tout cas, à notre sauce. Et c'est vrai que c'est vraiment matinée d'absurde pour le coup. Et donc voilà, moi j'ai eu très vite envie de pas donner un seul truc. Parce que je pense que c'est assez représentatif de ce que je suis et de ce qu'est mon spectacle. Le spectacle, il est dense. Il parle d'un milliard de choses et il reste pas que sur une couleur, même au niveau de l'humeur. Je pense que c'est pas intéressant, quoi qu'il arrive dans un spectacle, de n'avoir qu'une seule humeur. Parce que même si des gens l'ont fait extrêmement bien, et même si ça c'est vendeur des fois, justement parce que les gens veulent voir un truc et du coup ils l'ont et ils sont contents et ils peuvent revenir et tout ce que tu veux. Je respecte ça et comme je te disais, des gens, un mec comme Stephen Wright, un stand-upper américain, qui est un pur one-liner pour le coup, c'est-à-dire qu'il est bien absurde. Assez absurde et c'est des vannes les unes à la suite des autres sur des situations, comme Mitch Hedberg un petit peu. Sauf que Stephen Wright, dans l'attitude, c'était justement un mec qui arrivait sur scène tout doucement, un peu névrosé, tu vois,
qui parlait tout, qui disait des trucs comme ça, qui parlait tout doucement. Et c'est très fort, c'est très très fort parce que là, c'est là où vraiment tu te rends compte, c'est là où l'écriture, elle doit vraiment faire la différence, c'est qu'il y a tellement pas de mise en scène et qu'il y a tellement pas de, entre guillemets, de jeu, de tonalité et d'humeur, que là, c'est vraiment, si t'as pas des vannes de fils de pute, mec, t'es dans la merde. Sauf que là, ça marche parce que forcément, lui, ses vannes sont incroyables. Mais c'est vrai que c'est un truc qui est très typique des États-Unis. Redouane Arjan fait ça un peu. Fait ça un peu dans cet esprit. Il est très dans les aphorismes, les one-lines. Il est influencé par Stephen Wright. Je pense. Je l'ai pas demandé, mais je pense qu'effectivement, tu sens en tout cas au niveau de l'humeur que Stephen Wright, il a dû l'influencer. Ouais, c'est clair. Dimitri Martin est un peu dans cet esprit-là aussi. Ouais. Tu vois, mais sauf que lui, des fois, il a un peu la guitare, justement. Il dit des petites idées comme ça, marrantes. Parce qu'il va pas Dimitri Martin ne va pas forcément rester sur le one-liner des fois. Il fait pas mal de sketchs. Avec les panneaux. Lui, il est vraiment justement. Il est très intéressant parce qu'il utilise beaucoup de formes différentes d'humour. Les dessins, c'est très très fort. Quand tu arrives vraiment à pallier, entre guillemets, à avoir un spectre assez large au niveau de tous les types d'humour, toutes les mécaniques, t'es bluffé parce que tu te dis putain, c'est tellement fort. C'est pour ça que moi, c'est pareil dans le spectacle, j'aime bien faire un peu de tout. J'aime bien raconter des histoires, j'aime bien être dans les vannes pures, j'aime bien être dans les longs moments de jeu. Parce que c'est intéressant aussi, et je pense que Eddie Izzard m'a influencé là-dedans. J'adore jouer. Moi, là-bas, c'est vrai que j'ai une formation de comédien, donc j'aime bien. Et c'est ça qui est très triste, enfin très énervant, parce que je pleure pas la nuit non plus. Mais entendre dire régulièrement par des gens que le stand-up, c'est un peu, ça va quoi. C'est en fait, tu racontes juste des blagues, c'est totalement fou. Pour avoir fait du théâtre classique, des tas de choses, il n'y a rien de plus dur que le stand-up parce que ça mélange tout. Déjà, souvent, tu écris ton propre texte, tu le joues, c'est toi-même. Tu joues pas forcément, tu joues un aspect de toi-même, mais tu joues pas forcément un autre personnage. Donc quelque part, t'es plus nu. T'es complètement à poil. T'es le plus en danger du monde. Quand t'es dans une pièce de théâtre, t'es dans un personnage. Ta personne, c'est la même chose. Quelqu'un l'a écrit. Et même qu'il y ait 4 personnes, qu'il y ait 40 personnes, que la pièce soit censée être drôle, triste, tu t'en fous. Toi, t'es dans ta situation, tu vis ton personnage. Là, t'es face à des gens. T'es obligé d'être à 200%. Et les gens se rendent pas compte à quel point ça demande... En fait, le plus dur à faire dans le stand-up, c'est que ça ait l'air facile. Les gens, il faut qu'ils se rendent compte, le travail que ça demande, c'est un truc de titan, pour que ça ait l'air facile. Mais juste d'être à l'aise, justement, quand on a parlé tout à l'heure, c'est pourquoi Richard Pryor est fort, parce qu'il arrive à dire tous ces trucs à l'aise, mais on voit pas le travail. Il faut jamais voir le travail. Il faut jamais voir les heures et les heures de scène, les beats que t'as pris. Exactement. Les beats surtout. Les passages, voilà. Et les beats, c'est important dans une construction. Parce que t'apprends beaucoup plus d'une soirée qui se passe mal d'une soirée qui cartonne, quoi qu'il arrive. Tu vois. Après, il vaut mieux quand même avoir des soirées qui cartonnent. Parce que beaucoup de soirées qui se passent mal, c'est chiant. J'ai une théorie, je pense que les deux nous servent. C'est-à-dire, une bonne soirée, ça te donne la confiance. Complètement. Ça te montre, ok, t'es sur un bon chemin. Mais une mauvaise soirée, tu apprends, quelque part, tu apprends plus parce que tu vois les faiblesses dans ton spectacle. Exactement. Tu peux voir justement les passages que tu peux peut-être améliorer. Tu peux voir les façons de pouvoir amener les idées plus simplement pour que les gens les comprennent. T'as 1000 façons. La remise en question, c'est toujours très important dans notre travail. Toujours. Et est-ce que tu as l'impression qu'il y a des stand-uppers qui veulent à tout prix éviter, justement, ils ont peur du bide, et donc ils essaient de l'éviter à tout prix et ils ne se mettent pas en danger? Je sais pas s'il y a des gens qui ont vraiment peur du bide. Je pense qu'au bout d'un moment, cette excitation, cette mise en danger-là, elle est agréable. Je trouve, moi... c'est vrai que c'est intéressant des fois. Mais peut-être c'est agréable pour toi parce que tu es confirmé quelque part, tu sais que c'est confirmé. Non, mais dans le sens que si tu fais un beat, tu sais que c'est pas un manque de talent. Mais après c'est comme tout, tu vois, quand tu testes du matériel, pour moi en tout cas, tester du matériel à blanc, c'est dangereux. C'est-à-dire que tu peux pas tester 10 minutes. Tu peux tester 3, 4 avec 1 minute de sur, ton test et 1 minute de sur. Comme ça, t'arrives, les gens ils t'ont trouvé déjà un peu marrant, t'es tranquille. Si ça se passe mal, il y a eu un début, il y a eu une fin, dans le tas, ça va. Si t'arrives avec 10 minutes
et que malheureusement dans ta tête c'était très marrant et que les gens ils te disent j'ai rien compris, t'as 10 minutes de tunnel. Et il faut savoir que quand 10 minutes quand toi t'as l'impression que ça va être marrant quand tu testes et que ça se passe pas très bien, c'est l'équivalent de 73 vies humaines. Faut se rendre compte de ça. Le temps est démultiplié par toutes les planètes de l'univers. Et le problème, c'est que le public ressent que toi tu penses que c'est drôle. Bien sûr. Et ça c'est le pire. Bien sûr, mais c'est pour ça il faut jamais. Mais ça après c'est l'expérience qui fait ça et la scène justement ce qu'on disait. Ouais. Il faut toujours faire attention à pas être trop dans le surjeu. Ouais. Il faut toujours pas trop vendre entre guillemets parce qu'il faut jamais vendre. Ouais. Tu peux pas. En fait, si t'essayes d'être marrant sur scène, t'as perdu pour moi. Ouais. Faut pas essayer d'être marrant. Faut essayer d'être dans l'idée. En tout cas, moi je fonctionne comme ça. J'essaye d'être dans une idée. Quand t'es dans une idée, après tu sais où sont tes blagues entre guillemets, mais quand tu parles aux gens, tu parles comme si t'avais l'idée. Si tu parles en récitant un texte quelque part, déjà t'es dans la merde. Ouais. Parce que tu te mets dans une espèce de truc pas naturel. Ouais. Alors que quand t'es dans l'idée, t'es en sécurité en fait. Parce que t'as l'idée en tête, même si les mots ressortent pas exactement de la même manière, l'idée elle sera toujours neuve. Parce que quelque part. Tu veux dire l'idée de la vanne? L'idée de la vanne, l'idée du thème. Après, les chutes doivent être tout le temps les mêmes, tout ça, machin. Mais l'idée, être dans l'idée, je trouve ça peut-être plus simple, en tout cas pour moi, que d'être vraiment à la virgule près. Ouais. Parce que quand tu réfléchis à ce que tu dis et que tu le redis comme si tu réfléchissais pour la première fois, t'es pas dans la mécanisation. Ouais, t'as une spontanéité qui Exactement. sort. Et c'est important de garder ça. Ouais. Il faut que les gens aient l'impression que tout soit inventé sur le moment. C'est pour ça que le setlist, souvent, pour le stand-upper, c'est juste un mot. C'est juste le concept. Et c'est ça. Ça dépend de qui, mais justement, il y a pas mal de gens qui ont un mot, juste pour dire, ok, maintenant je parle de cette idée-là. Et quoi? J'appelle ça des kickers. Ouais. Voilà, c'est vraiment j'avais vu faire ça. La première fois que j'ai vu quelqu'un faire ça, c'était Seinfeld dans un DVD en fait. Ouais. Le voir, c'est dans Comedian, je crois. Ouais, qui est génial. Ouais, c'est génial. Ouais. S'il y a des gens qui aiment le stand-up, regardez Comedian. Comedian m'a. Il y a 2 personnes qui m'ont sauvé ma vie artistique. C'est Eddie Izzard et Seinfeld. Eddie Izzard parce qu'au bout d'un moment, quand tu n'arrives pas à trouver ta voix, quand tu n'arrives pas à trouver des thèmes qui collent avec les gens, ce que tu racontes passe mais pas très bien, au bout d'un moment tu te remets une fois en question. Moi j'essayais d'aller vers l'absurde, ça marchait pas. À un moment j'étais vraiment à me dire j'arrête, je sais pas. Et j'ai revu un spectacle d'Eddie Izzard et je me suis dit mais non, mais c'est marrant, putain c'est marrant, s'il arrive à le faire passer, il n'y a pas de raison qu'on puisse pas le faire passer. Ouais. Et Comedian de Seinfeld qui a un DVD un documentaire un docu en fait sur où tu lui vois et sur un autre mec qui commençait Orny Adams exactement qui est un peu fou hein. Enfin en tout cas et je pense que ce documentaire a un peu détruit sa carrière. Je sais pas à quel point ça l'a servi en tout cas je suis pas certain. Non, je pense au contraire parce qu'il montre un côté un peu ce qui est fou parce qu'on voit arrogant Tu te souviens quand c'est assez dingue et en même temps c'est assez impressionnant dans la somme de travail, mais à un moment donc tu vois ce mec là Orny Adams qui à un moment va être amené à faire la première partie de Seinfeld et Shapiro, c'est ça hein, c'est Shapiro, George Shapiro, qui est l'agent l'agent des deux voilà, le prend en fait avec lui et en fait aux États-Unis à cette époque-là c'était avec Shapiro. Putain mais t'es au top quoi. Normalement si tu te démerdes bien et que t'es pas fou, il y a des chances que tu puisses faire en tout cas voir ton travail par le plus grand nombre. Après ça marche pas mais t'as une fenêtre qui est balèze. Et tu vois ce mec-là, donc on lui pose des questions aussi, comme c'était un docu, il dit alors comment vous travaillez, comment se passe. Et il est là, en fait, on le voit chez lui et il ouvre un tiroir et il dit ça, et il y a des classeurs. Il fait ça c'est mon classeur sur les vannes sur les voitures, ça c'est sur les imperméables, ça c'est sur les écureuils, et toi t'es là, sans déconner. Le mec, il a des classeurs sur des thèmes. C'est fou. Et un énorme classeur quoi, un building partout des couleurs, des machins, et tu te dis mais ce mec est dingue. Et en même temps c'est incroyable dans le travail parce que tu te dis tu peux lui donner n'importe quelle thématique, ça se trouve il a 10 pages de vannes dessus. Moi je sais pas faire ça. Moi il y a des gens peut-être qui, je sais pas comment tu fonctionnes toi. J'écris en fait moi j'ai un cahier. Je note les idées qui viennent. Et après, c'est drôle parce que je suis en train de faire ce genre de boulot maintenant. J'ai genre 3 carnets qui datent de ces 2 dernières années. J'ai des idées à droite à gauche. Là, en cette période, j'essaie vraiment de regarder tout et mettre en thème, de le séparer en thème comme ça. Après, je peux regarder, ok,
j'ai une vanne sur le fromage qui date d'il y a 18 mois. Et une vanne que je viens d'écrire. Voilà, peut-être ça colle. Au niveau de l'étage, il peut y avoir concordance des temps. Justement. Mais c'est intéressant. Mais je viens de faire ça que maintenant. Mais c'est vrai que pour l'instant, ça aide. Je trouve oui, il peut avoir un lien. Je pense qu'aussi que notre technique d'écriture évolue avec le temps. Qu'elle s'affine et qu'on arrive plus ou moins justement à trouver des liens et des thématiques qui se recoupent sans même s'en rendre compte. Et c'est pour ça que c'est intéressant, encore une fois pour des gens peut-être qui veulent faire du stand-up et qui écoutent, c'est intéressant de toujours noter. De noter tout le temps. Même si tu penses que c'est nul. Même si c'est un bout d'idée, même si t'as pas la fin, même si tu te dis ok j'ai un bout de quelque chose, je sais pas ce que je vais en faire, mais je le mets de côté. Parce que tu sais pas, 1 an après, 2 ans après en relisant, quand tu vas le voir d'un œil un peu neuf, tu vas peut-être trouver des trucs. Quelque part, le fait, je sais pas si c'était pareil, mais des fois, le fait d'écrire ce petit bout d'une idée ouvre la porte. Exactement. C'est une espèce de graine que tu plantes. Et le fait de l'écrire, c'est là que tu plantes. Ça commence à le faire exister. C'est une très bonne analogie. Et après, ça travaille quelque part, je sais pas où, mais inconsciemment, le fait que tu as mis ça sur papier, quelque part, il y a une petite porte dans ton cerveau. Complètement. Tu viens de poser quelque part un truc. Alors, qui sera peut-être pas mûr, mais qui sera peut-être là dans 2 ans, dans 3 ans, et peut-être jamais. 30 ans. Mais en attendant, c'est là. Et il vaut mieux avoir des trucs partout. C'est comme, il faut toujours se dire que ça peut être la guerre, n'importe quand. Et il faut garder de la bouffe quelque part. Tu vois, tu planques un petit peu tu planques du riz, tu planques des gâteaux, parce que ça sert à rien, parce que là pour l'instant tout va bien. Mais peut-être qu'à un moment tu vas le retrouver, tu vas faire oh génial putain. Il faut toujours avoir des trucs autour de soi, parce qu'en plus avoir un petit peu des idées à droite à gauche, ça te permet de rester tout le temps en ébullition. Et c'est important dans ce qu'on fait, c'est important d'avoir tout le temps d'avoir envie de parler de choses. Parce que on fait que ça. Mais en même temps, c'est l'exercice de faire, je sais pas. Mais quand je suis forcé à écrire, par exemple, quand j'ai fait pour les chroniques. Voilà, comment tu fonctionnes Là, t'arrives, t'as un thème ou un traitement de l'actu. Un portrait. Ok, portrait d'invité. Et donc, souvent, je reçois l'invité, le nom de l'invité, à peu près une semaine avant. Ok, ça te laisse une semaine pour trouver. Tout de suite. Combien de temps 4 minutes. 3-4 minutes. Chaque fois que je reçois le nom de la personne, je le traque. Tout de suite. Mais c'est logique. Tout de suite. Et même si je me suis prouvé que je peux toujours arriver à faire quelque chose de décent, tu vois, des fois il y avait des chroniques. Normal. Puis là c'est quoi? C'est une hebdo? C'est quoi? Hebdomadaire? Non, oui, une fois par toutes les semaines, t'imagines le boulot? Mais là, récemment, j'en fais un peu moins, mais même si je me suis prouvé que je pouvais le faire, je le traque chaque fois. Et je regarde sur Google parce que mon truc, c'est que je connais pas les personnes. Non. Et des fois, ils sont un peu connus en France, mais je connais pas les gens. Mais c'est un peu mon angle. Mais chaque fois, je le traque, et chaque fois, le fait d'être forcé d'écrire sur quelque chose, j'ai vu que mon imagination ouvrait. Mais comme je te dis, avec la petite graine que tu plantes, des fois, je me suis assis le premier jour et j'écris plusieurs petites idées qui sont nulles. Mais le lendemain, ça a ouvert quelque chose. Le lendemain, ça vient plus facilement. Ça t'amène sur des pistes, en tout cas. Quoi qu'il arrive. Ça a ouvert quelque chose dans mon cerveau, et le lendemain, c'est plus facile. Mais c'est ça, en fait. Et c'est la même chose, en fait, quelque part. Même l'imagination, c'est un muscle, en fait. Exactement. C'est vraiment ça. Donc, au bout d'un moment, c'est toujours intéressant d'avoir des idées. Même si elles vont pas être bonnes, même si sur le moment, les avoir, ça veut dire que t'es encore là, en fait. Tu vois, c'est comme, c'est du sport, en fait. La scène, c'est du sport. Ou un instrument, du sport. La même chose. Comme si tu joues de la guitare. T'arrêtes un an, mec, tu perds. Tu perds du niveau. Et là, c'est la même chose. Et la scène, c'est pareil. C'est un truc de dingue. La scène, vraiment, tu perds vite. T'oublies pas tout. Mais c'est comme quand tu remets les crampons. C'est la sensation que tu perds. La première fois que tu remets les crampons au bout de, si t'as pas joué pendant plusieurs mois, on va dire, c'est la même chose que quand t'as pas couru. T'es pas bien, tu dis mais merde, c'est pas normal, tu vois. Mais c'est rassurant quelque part. C'est rassurant de se dire que c'est quelque chose qu'il faut tout le temps travailler. Tu montes combien de fois par semaine? Là, j'ai toujours eu l'occasion depuis maintenant, avec le Comedy Club, une fois que je suis rentré dans le développement du spectacle, j'ai eu l'occasion de toujours beaucoup jouer.
Donc je jouais de 3 à 5 soirs semaine. Là je suis passé à 3 soirs semaine. Là j'ai terminé au feu de la rampe. Ouais. D'accord. J'ai terminé au feu de la rampe. Je jouais du jeudi au samedi. J'ai joué 3 mois. Après il y a eu des dates de tournée. Ouais. Et puis j'essaye de monter de temps en temps, de faire des plateaux en comédie strip, à droite à gauche. Parce que déjà. Pour tester ou pour la com. Je vais me remettre à tester là justement. Parce que là j'ai bientôt. Je vais attaquer la tournée du spectacle. On va faire la captation du DVD l'année prochaine. Ah, c'est cool. Ouais, c'est vraiment c'est un aboutissement de dingue pour moi au niveau juste plaisir. C'est ton choix de le faire en ce moment. Ouais, parce que là, je pense que ça fait 3 ans que je tourne avec. Ouais. 3 ans, je pense que c'est bien. C'est un premier spectacle, donc les gens. Ça fait que 3 ans que tu tournes avec ce spectacle. Avec ce spectacle, ouais, 3 ans et demi, je crois, un truc comme ça. On est passé par une petite phase de showcase à un moment. On jouait une fois par semaine, mais pour moi, c'est pas de l'exploitation. Là, on est vraiment dans du test. Ouais. Quand tu joues une fois par semaine, en plus, on jouait les dimanches à 16h au chapeau. Tu vois, donc là, tu dis, ok, on teste, tu vois. Au départ, ils ont pas voulu tout de suite qu'on exploite le spectacle. C'est toi avec ton producteur. C'était à l'époque avec le Jamel Comedy Club, avec Karim, en fait. Oui. Qui était mon producteur à l'époque. Ouais. Et après, entre-temps, après là maintenant avec mon prod, on est passé sur l'exploitation donc au feu de la rampe. Ouais. J'avais joué aussi aux 10h de septembre à décembre les dimanches à 21h30 pour toujours garder. Je peux pas m'arrêter. En fait, quand j'ai l'occasion, enfin entre guillemets, avec mes prods à chaque fois, ils me disaient toujours tu préfères quoi, qu'on fasse du stand-by, je déteste ça. Ouais. Faut que je joue. Ouais. Si je joue pas, je suis pas bien. Ouais. Les gens se rendent pas compte à quel point c'est de la cam. Ouais. C'est de la drogue, mais de la drogue beaucoup plus violente que n'importe quelle drogue. C'est clair, ça me fait peur, surtout à ma chérie, parce qu'elle voit comme mais je pense qu'il y a que nous qui pouvons comprendre ce que ça fait. Ouais. Les gens de l'extérieur, en fait, ils doivent se dire, mais c'est pourquoi ? Ouais. Et en plus, même toi, des fois, intellectuellement, tu te dis, mais c'est vrai. Pourquoi, des fois, tu te dis, mais pourquoi je me mets en danger en fait ? Ouais. Pourquoi tu fais ça ? Moi, en plus, dans mon spectacle, je crée de l'interaction. Je le dis dès le départ, j'aime bien parler aux gens. Ouais. Je me sers de ce qu'ils disent des fois pour créer du matériel. Ouais. Et c'est vraiment comme une conversation. Le meilleur compliment qu'on puisse me faire à la sortie d'un spectacle, c'est j'ai l'impression d'avoir passé une soirée avec des potes qui me racontent des trucs. Génial, ça veut dire que là, vraiment, il s'est passé une vraie communication. Et quand tu joues pas, c'est horrible, quoi. Et c'est vrai que des fois, tu te dis, mais c'est vrai que c'est de la violence pour rien. Ouais. Mais le plaisir que ça te procure, ça n'a pas d'équivalent. Ouais. C'est le plus grand haut et bas au même temps. Exactement. Tu prends un parce que les soirs où ça se passe mal, les soirs où les gens sont pas forcément très réactifs, ou toi t'es pas là, ou t'es mal, t'es tellement mal. Et le pire, c'est que des fois, il y a justement un gap. Tu joues pas pendant plusieurs jours avant de remonter. Des fois, donc t'es 4-5 jours. Ou alors, faut faire un plateau, tu vois. Ouais. Mais les plateaux, c'est pas pareil que entre guillemets, laver l'affront. Ouais. Quand t'as pris ton spectacle, si ça s'est pas bien passé, t'as la rage. Ouais. La première chose que j'aimerais faire après un mauvais spectacle, c'est de remonter. Ah, c'est sûr. J'ai tellement la rage. Soit j'aimerais juste remonter, ou soit je cours, même si c'est 2h du matin, vers mon ordinateur et dire ok, cette vanne, j'en ai marre que ça marche pas. Et je le vire et des fois c'est un wake-up call, tu vois, juste un petit réveil. Okay, voilà, tu dis allez vas-y, là vraiment c'est officiel. Parce que c'est pareil, tu vois, il y a des vannes des fois qui te plaisent, qui te font marrer, mais qui fonctionnent gentiment, tu vois, qui sont pas. Et des fois il faut pas hésiter à les virer ces vannes. Ouais. Même si tu es attaché. Ça fait mal, mais il faut le faire. En fait, comment on peut expliquer aux gens quand t'écris? C'est tes gosses, c'est tes enfants. Exactement. En fait. Tu les aimes tous. Ouais. Il y en a que t'aimes un peu moins que d'autres, tu vois, parce qu'il y en a un, il a une bosse là. Ouais. Mais tu dis, il est un peu moche. Ouais, il a une tête un peu bizarre, tu vois, il a un œil qui part un tout petit peu vers la gauche. Mais tu dis, ouais, mais je l'aime bien quand même, tu vois. Et il y a des fois où il faut le jeter dans un puits, c'est tant pis pour lui, quoi. Ouais. Je veux pas dire qu'il faut jeter les enfants dans des puits, parce qu'après, sinon la police peut dire non, ça suffit. Mais non, il faut pas hésiter des fois à virer du matériel. Et ça veut pas forcément dire que c'est fini pour. Ah non. Des fois c'est plus tard. Tu trouves la manière de le rendre drôle plus tard. Exactement. Et moi, je peux te dire que j'ai une vanne que j'ai virée là du spectacle, qui va revenir au deuxième. Si elle passe pas au deuxième, elle reviendra au troisième. Ouais. Mais vraiment, je me suis fait un serment de me dire il faut qu'elle passe parce que c'est marrant. Ouais. Alors peut-être que je la dis mal, peut-être que j'ai pas encore trouvé le bon axe, mais c'est marrant. Et tu vois, ce genre de truc là, c'est ça qui te fait continuer.
Ce genre de petits trucs à la con, c'est ça qui te fait remonter et te Mais c'est pour ça que c'est une drogue, parce que c'est comme une espèce de Rubik's Cube. Chaque vanne, c'est comment le faire pour que ça marche. C'est ça. Et y a une vraie... C'est marrant, hein, c'est bizarre de dire ça sûrement d'ailleurs pour des auditeurs, mais il y a un espèce de petit plaisir intellectuel à rendre une idée ou une vanne marrante. Parce que des fois, tu sais que c'est marrant, mais il faut trouver l'axe et la bonne façon de le rendre marrant pour tout le monde. Pour tout le monde. Parce que des fois, tu vois, Yacine, on est potes depuis 7 ans maintenant, on a des automatismes, on se comprend. Il a pas fini de dire un début de phrase, je sais déjà ce que ça va être, et déjà je rigole en fait. Mais ça marche pas comme ça pour les gens qui viennent voir un spectacle. Eh ben, il faut en fait trouver le bon équilibre entre l'idée, elle reste toujours aussi marrante pour toi, même si tu la dis pas de la façon dont tu aurais aimé le dire au début, et l'idée, elle passe et elle est marrante pour n'importe qui. Et ben cet équilibre-là à trouver, c'est un peu kiffant. Quand tu l'as, tu te dis putain, voilà, ça c'est bon, là ça c'est fait, on peut passer à autre chose maintenant. C'est ça le vrai kiff. Là je commence vraiment à l'avoir sur ce spectacle, hein, je parle, c'est que je le joue maintenant depuis très très longtemps. Enfin, je faisais le calcul là il y a pas longtemps et je pense que je l'ai joué entre 200 et 250 fois. Alors entre la première mouture et celle-là, c'est plus le même spectacle. C'est clair. Mais c'est quand même 250 fois où tu joues 1h30. Donc tu prends de l'expérience. C'est 1h30 en plus. Ouais, c'est à peu près. Et encore, des fois, tu vois, j'avais tendance justement à mettre trop de matériel. Et au fur et à mesure, tu vois, tu t'es obligé de réduire parce que les gens, ils commencent à dire j'ai mal tout le coccyx là. c'est enflammé, il fait froid en plus, ou il fait trop chaud. Donc t'es obligé de respecter aussi ces temps-là, même si j'ai un peu de mal. Et j'aime bien parler. En fait, quand je suis bien avec les gens, comme dans la vie, t'as envie de parler. T'as pas envie d'avoir un pour dire c'est pas la récré elle est finie. La récré elle est finie quand moi j'ai décidé. Mais je respecte, vous avez payé. Donc je suis obligé un peu de faire. Et le théâtre, des fois, ils ont un spectacle à un autre spectacle. Moi je vois 21h30, tu vois, déjà je me suis mis en sécurité par rapport à ça. C'est une bonne idée. Mais à un moment, tu vois, quand tu vois les gens, tu sais, dans l'entrebâillement de la porte, tu vois vraiment les gens qui sont là, ils disent mais parce qu'il est tard quand même. Tu vois, t'es obligé de. Mais après, faut respecter ça aussi. Mais c'est vrai que là, je commence à avoir ce vrai kiff ultime parce que le matériel maintenant, il est sur ce spectacle. Donc, tu peux être à 200% avec les gens. Parce que s'il y a un accident, tant mieux. Moi, maintenant, ça te permet de plus il y a d'accidents, plus le hors-piste, c'est génial. Parce qu'au bout d'un moment, tu le connais ton spectacle. C'est ça. C'est bien le métaphore de skier. Tu connais la piste, mais tu connais la piste, mais t'as envie de voir un petit peu là-bas parce que t'as vu des rennes. Tu vois. Et c'est sympa. Tu vois, t'as envie d'aller voir si c'est des animaux qui parlent ou pas. Et ben c'est la même chose, tu vois. Et quand t'as ce plaisir-là, et c'est très important en plus. Je pense que pour n'importe quel spectacle et pour n'importe quelle personne qui monte, l'impro, c'est quelque chose que t'es pas obligé de faire. Il y a des gens qui veulent pas en faire. Il y a des gens qui ont du mal avec les accidents. En américain, on appelle ça les hecklers. Je sais pas comment on dit en français. Les casse-couilles. Tu me demandes à moi? Les casse-couilles, Les casse-couilles. Des gens, des fois, qui parlent pour rien dans la salle. Parce que moi, j'aime bien quand ça parle. Des fois, même insultent. Qui insultent pour rien, des mecs pétés et tout. Il y a des gens, quand il se passe ça, ils se sentent mal parce que eux, ils sont dans leur matériel. Ils ont pas envie forcément d'être en confrontation avec ça. Plus ça va, plus j'aime bien. Plus j'aime bien quand c'est le bordel. Parce que déjà, c'est une ambiance un peu western et c'est marrant. À un moment, tu vois, et ça rend le spectacle encore plus vivant. Tu vois, là, il n'y a pas de possibilité de se dire je suis en train de regarder un spectacle. Non, t'es avec moi dans le spectacle. Vraiment, on est tous ensemble. Et c'est ce que je dis, tu vois, je dis tout le temps, vous faites partie intégrante du spectacle. Même si après, c'est toi qui dois les tenir tout le temps. Parce que sinon, ils prennent le pouvoir, t'es baisé. Mais si t'arrives à installer la bonne. Encore une fois, c'est une question d'équilibre entre. Tu poses une question, eux, ils te répondent, et pas on prend le pouvoir. Et une conversation qui se crée naturellement, un échange, là c'est tellement kiffant quand ça arrive. Mais est-ce que il y avait un moment que tu as senti où t'as arrivé à ce point où tu t'es assez bien avec ton texte que les petites imprévus étaient un plaisir et pas un problème ou un... Ouais, je vois ce que tu... Alors il n'y a pas de moment précis et ça reste malgré tout assez récent, je pense. Tu vois, ça doit dater de maximum 1 an. D'accord. Maximum. Donc je pense que tu vois, si je dis entre 200 et 250 fois, je pense qu'à partir de la 200e, je me suis dit ok, là c'est bon. Ça a pris un petit moment. Mais c'est normal. Mais c'est obligé. Et c'est bien. Mais après, ce qui est un tout petit peu rassurant, c'est que un peu comme dans un jeu vidéo, en fait, si on doit faire l'analogie, quand tu montes, à chaque fois que tu montes sur scène, tu gagnes des points d'expérience. Ok ?
un petit passage, 10 points. J'en sais rien, je dis de la merde, hein, 10 points. Tu joues ton spectacle entier, 15. 17 points. Et t'additionnes. Et comme dans un jeu, les points d'expérience gagnés, tu peux plus les perdre. Et tu passes à un autre niveau. Et après, tu level up. Le but du jeu, c'est de faire beaucoup de level up. Moi, ça fait 8 ans que j'en fais. Je pense que, tu vois, si le niveau maximum, c'est niveau 99, j'espère en être au niveau 15. Vraiment, c'est sincère ce que je dis. Hein. Et parce que c'est vrai. Seinfeld, encore une fois, a dit un truc, je crois que c'est aussi dans Comedian, ou peut-être pas. Il a dit, c'est extrêmement bien vu, extrêmement bien pensé. Il a dit, pour moi, le stand-up, c'est exactement comme vivre. Entre guillemets, il disait, quand t'as 5 ans, quand t'as 5 ans de stand-up, c'est comme si t'avais 5 ans. 5 ans, ok, tu fais du vélo, t'as enlevé les 2 petits trous, tu vois. Mais y a un mec qui passe à côté de toi, qui te crie dessus, tu tombes. 10 ans, ok, là déjà on a arrêté le vélo, on commence à jouer un petit peu aux jeux vidéo. Mais si ça va trop vite, t'es largué. Et surtout, il faut que t'ailles manger maintenant, sinon je te gifle. 15 ans, et de manière exponentielle, on monte. C'est la même chose. Je pense que tu commences tu peux, à mon humble avis, hein, tu peux commencer à dire que tu commences à maîtriser un peu le stand-up à 30 piges. Donc 30 piges, pour moi, c'est 30 ans. Le problème, c'est qu'il y a... Que la mort. Le problème, c'est la mort et le cancer. C'est les deux trucs qui vont nous tomber dessus. Mais aussi le doute. C'est-à-dire qu'il y a plein de gens qu'après 5 ans, ou on va savoir combien de temps, bien sûr, il se dit, ok, bon, je ne suis pas connu après 5 ans, ça veut dire que c'est foutu. Bien sûr. Et tandis que justement, on entend les interviews avec les gens comme Louis C.K., il y avait plusieurs moments dans sa carrière où il voulait arrêter. Et c'est normal, parce que c'est tellement... Psychologiquement, c'est tellement dur des fois. Parce qu'en fait, c'est pareil, les moments de kiff, ils sont géniaux, mais quand tu prends des coups, tu prends des coups au sens premier du terme. C'est-à-dire que ça... Psychologiquement, ça te met mal. Et il y a un van, je ne sais pas si tu vois qui c'est, Mike Birbiglia. Non. Il faut que tu l'écoutes. Ouais, bien. Il est super bien. Il dit une vanne, il dit comme de recevoir des critiques en tant que stand-upper est très dur parce que quand la personne le dit, le stand-up c'est toi. Donc ils disent grosso modo, je t'aime pas toi. Ouais, tu vois, c'est ça. C'est tu pas, le prends forcément toi, mais ta personnalité, j'aime pas. C'est toi. En vrai, tu le prends toi. Et ta personnalité, c'est toi. Parce que c'est toi qui parles. En fait, y a plus de, au bout d'un moment, t'as plus de prisme. C'est toi qui parles à des gens. Si ça se passe mal, vraiment, effectivement, t'as cette impression de rejet. Ouais, que les gens n'aiment pas toi. Et en plus, c'est horrible parce que, encore sur un plateau, ça va. Parce que des fois, tu fais 10, 15. Bon, ça se passe mal, 10, 15, ça va relativement vite. Quand tu joues ton spectacle, si ça se passe mal, ça dure 1 heure minimum. Et c'est comme dans une soirée en fait. Comme dans une soirée, tu vois, des fois t'es dans une soirée, tu parles à des gens, et les gens, ils te calculent pas. Ou ils te répondent mal. Mais dans une soirée, tu peux te dire, bah va te faire enculer, je vais aller voir d'autres personnes. Sauf que là, tu es obligé de rester avec lui, et de lui parler en plus. Et lui, ça se voit qu'il a pas envie. En fait, j'utilise souvent la métaphore de premier rendez-vous avec une fille. Le public, des fois il y a une énergie entre toi et le public, ça se passe très bien, t'es charmant, tu sais pas pourquoi, tout ce que tu dis, elle rit surtout. D'autres fois, toutes tes vannes passent à côté. Et elle est juste là avec les bras croisés pendant 1 heure parce que t'es en rendez-vous, au premier rendez-vous, t'es au resto et tu peux pas juste dire pardon, j'ai fait une erreur. Et surtout, tu sens que dans sa tête, elle se dit j'aurais dû aller voir l'autre mec. Ouais, justement. Et bah là, c'est pareil. Dans leur tête, des fois, tu te dis putain, j'ai mis 15 € pour ça. Alors que j'aurais pu mettre de côté pour aller voir Gad. Dans ta tête, t'es là, c'est dur. C'est dur. Et en plus, tu dois faire en sorte que ça se voit pas. C'est encore pire. C'est ça. Parce que des fois, t'accuses le coup. Tu sais, t'es pas bien, t'as une mauvaise nouvelle dans la vie, t'es pas bien, tu peux rentrer chez toi et être mal. Là, il faut que t'aies l'air d'être au top. Et des fois, c'est tellement bizarre que ça n'a plus aucun sens. C'est-à-dire que moi, ça m'est déjà arrivé de me voir du dessus et de me dire, là, vraiment, ce qui se passe, ça n'existe pas. Ou vraiment, il y a rien. En face, il y a rien. Tu sais pas pourquoi, mais ça communique pas, ça rigole pas. Ou pas des masses. Et toi, t'es là, funky. Et tu regardes, tu dis, mais ça n'a aucun sens. Tu peux pas être funky en vrai dans la situation, mais tu dois faire en sorte de le rester malgré. Quelque part, t'es mort. C'est-à-dire, tu te vois de là-haut, tu te vois horrible. faire. C'est affreux. Ça, c'est horrible. Parce que tu te souviens
un bide, ou pas forcément le plus gros bide, mais il y avait un moment, un bide, une anecdote que tu as sur... Très simple et connu pour le coup, je vais t'expliquer pourquoi. Au départ, au Jamel Comedy Club, donc c'était en 2006, les tout débuts, on a tous fait les premières parties de Jamel. Il était encore en tournée sur le deuxième spectacle, 100% de Booze. Ok. Et moi, j'avais fait sa première partie à un endroit qui s'appelle Le Creusot. Le Creusot, une petite ville près de Dijon. Voilà. Donc j'arrive, première partie. Donc Jamel m'annonce, je peux pas, je suis occupé, je mets mon slip, mais en attendant, il va y avoir une première partie, faites du bruit pour Dedo. J'arrive, et donc une salle de entre 800 et 1000, je sais plus, personne. J'arrive, il me voit arriver, avec donc les cheveux, les machins. Et là, je me prends une bronca de dingue. C'est-à-dire que, pour de vrai, et il y a des gens qui pourront témoigner, je me suis fait insulter pendant 10 minutes, du début à la fin. Mais les gens criaient? Les gens, va te faire enculer, des gars! Ardos de merde, va te faire enculer! Moi, donc, j'arrive comme ça, sur scène, donc déjà, tu prends... Même avant d'ouvrir la bouche. La première chose que j'ai dit, au bout de 20 secondes, ça gueulait tellement que j'entendais rien. Première chose que j'ai dit, c'est « Mais j'ai encore rien dit !» Dégage! Et en plus, ce qu'il faut savoir, c'est que j'avais prévu avec Jamel de faire une fausse sortie. En gros, je voulais arriver en disant voilà, c'est la première fois que je fais une première partie pour Jamel et j'ai vraiment envie de garder un souvenir fort et agréable de ce moment. Donc c'est tout pour moi, merci beaucoup. C'était ce qui était prévu, tu vois. Je voulais faire un effet un peu marrant et après lui qui me dit vas-y, retourne-y. Sauf que là, moi, les gens ils m'insultent, je dis ça, je repars et là. Les gens ils avaient gagné, sauf que moi en avançant vers les coulisses, déjà je vois Jamel cet enfoiré mort de rire, mais c'était pas méchant, tu vois. Mais la situation elle est tellement ouf que t'es obligé de rigoler. Et moi en avançant vers lui des coulisses, je sais que je vais devoir faire demi-tour. Et là ce moment-là il est long, il est tellement long. Et donc tu y retournes et donc je me fais insulter pendant 10 minutes, j'entendais pas ce que je disais dans les retours pour te dire. Donc t'es en automatique, c'est une des rares fois où j'ai vraiment été en pilotage automatique total, je sais plus ce qui s'est passé. J'ai raconté le truc, bien mal, aucune idée. J'ai eu un bout de rire à la fin d'une personne qui avait dû entendre un mot marrant, même pas l'idée hein. Mais ça se trouve j'avais dit Twingo, elle avait dit comme ma voiture. Voilà. Et hop, et du coup j'étais fini. Et moi je suis parti dans les coulisses. Et Jamel a eu le vrai mot qui m'a fait du bien. Après, ça m'a pas détruit, tu vois. Mais sur le coup, quand même, t'es là, tu te dis waouh. Et il m'a dit écoute, mec, t'as fait ton truc, t'as tenu jusqu'au bout. Déjà, juste ça, moi, ça me suffit. J'ai entendu 2-3 idées, c'était marrant. Voilà, ça me suffit. Tu l'as fait. C'est parce que le courage que t'as dû avoir. Je sais pas, mais en tout cas, dans ma tête, il fallait pas les laisser gagner. Fallait pas peut-être le courage ou être têtu, je sais pas, mais un peu je pense que c'est plus en tout cas c'était plus de je me ferai pas insulter dans le vide. En tout cas j'irai au bout du truc qui était prévu de faire. Et il m'a dit voilà, juste ça déjà c'est mortel. Et le lendemain du coup c'était 2 soirs, donc je peux te dire que la nuit c'est pareil, j'ai regratté 10 milliards de trucs en me disant je suis arrivé avec un peu une autre entrée tandis que ça n'avait rien à voir mais là du coup le public était beaucoup moins hostile et ça s'est plutôt bien passé, quoi. Et à ton avis pourquoi ils étaient contre parce que il y avait alors au Creusot on m'a expliqué d'ailleurs qu'il y avait entre guillemets il y avait 2 grosses cités du Creusot qui étaient descendues donc qui étaient vraiment des mecs ultra fans de Melja à fond, tu vois, peut-être un peu Kaira dans l'esprit. Mec, ils voient débarquer ça, ils voient débarquer un mec habillé en noir avec les cheveux longs. À part va niquer ta mère, je pense que le message il était limpide. Vraiment, ils voulaient voir Jamel en plus. Ils voulaient voir Jamel. C'est pour ça qu'une première partie déjà la première partie t'es quand même là pour détendre un peu les gens. Mais les gens veulent juste voir. Les gens veulent voir l'artiste qui sont venus voir. Mais là vraiment ils étaient pas d'accord. Donc après ça, malgré tout, t'as plus vraiment peur. Derrière, t'as d'autres peurs, tu vois. T'as des fois des bouts de track, des bouts de machin. Mais alors, ça montre à quel point c'est important. Dave Chappelle en parle. Il a fait Apollo. Tu vois l'Apollo à Manhattan. Tu vois qui c'est Dave Chappelle? Ah oui, clairement. Donc il a fait l'Apollo qui est. l'Apollo. Oui, pardon. L'accent. l'Apollo. Donc qui est une scène à Harlem. Connu pour être le plus dur. C'est le plus dur vraiment. Là c'est l'enfer. Je l'ai jamais fait. Non mais de répute. Mais réputation, parce que les gens comme ça, ils gueulent à toi, ils t'as 2 minutes et ils te virent quoi. Donc là ça va vite. Tu peux regarder sur internet, ils montrent des gens qui essaient de passer là-bas, donc c'est hyper dur. Mais genre quoi, tu lâches
Tu démarres, t'as ta déclencheuse, ouais, bon, c'est pas, 2-3 vannes. C'est pas l'humour, c'est pas que l'humour, ça peut être l'humour. Ah oui, du slam, un peu de tout. Qui a fait Lauryn Hill, il y a une vidéo très connue de Lauryn Hill quand elle a genre 14 ans, mais elle est montée sur scène, les gens ouaient, mais pourquoi vraiment, mais elle a continué, elle a pas lâché, elle commençait à chanter, et en fait, souvent c'est ça, c'est si tu va en face de ça, ils font quelque part exprès pour que tu t'es forcé de montrer ton talent. Ouais. Donc c'est hyper dur parce qu'il faut surmonter. Donc apparemment Dave Chappelle, il a fait ça, il était détruit. Oh merde, 16-17, un truc comme ça. Parce qu'il a démarré tôt, Chappelle très aussi. tôt. Donc oui, sûrement quand il était très, très jeune. Mais justement, j'ai entendu une interview parce qu'il parle de cette expérience comme une expérience clé dans sa carrière, parce qu'après il a dit ça c'est le pire. Bah bien sûr. Ça ne peut jamais être pire que ça. C'est ça. Quelque part en fait ton corps, c'est comme si tu avais déjà pris un putain d'accident de voiture. Ouais. Derrière. Tu comprends, c'est comme tu t'es déjà mort. Ouais, c'est ça. T'es déjà mort une fois. Ouais, donc tu sais. Donc voilà, tu t'es déjà vu. T'as plus peur de la mort. En fait c'est ça, t'as vu. En fait c'est comme si t'avais fait une NDE, c'est Near Death Experience. Ouais, justement. En gros, t'es mort pendant 7 minutes. T'as vu la lumière, t'as vu la lumière, t'as vu ce qui s'est passé, on t'a ramené. Ouais. Tu dis ça va, tu dis bah franchement, maintenant que je sais ce qui se passe, c'est cool. En bien ou en mal d'ailleurs, tu te dis bah au moins je sais là, donc il y a plus le même stress. Ouais. Et c'est vrai quand tu prends, en fait c'est ça, c'est comme si très vite t'as pris t'as pris un choc très très fort. Donc bah après si t'es en vélo. Tu vois, tu te dis au pire je tombe, ça va. Je sais ce que c'est de tomber. C'est pas trop méchant. Il faut que j'y aille parce qu'il faut que je montre que je joue. Est-ce que tu as une question pour moi parce que j'aime aussi alors complètement que donner une question aux gens si chaque fois je sais pas si est-ce que tu te vois est-ce que tu te vois un jour arrêter le stand-up si t'en es forcé, et si entre guillemets quelque chose pourrait te forcer à arrêter, qu'est-ce que c'est? Non, j'aimerais pas. C'est pas ce que j'ai dit. Ouais, donc est-ce que je me vois? Ouais, est-ce que tu te vois plus faire de stand-up de toute ta vie? Non. J'ai déjà réfléchi. C'est-à-dire qu'on va dire schématiquement, tu pourrais avoir un autre métier par exemple et continuer de faire de la scène. Oui, parce que j'ai réfléchi sur cette question et je vois pas un truc genre qui me... Alors c'est pas le cas, tu vois, mais genre ta femme, t'es marié? Ouais. Non. On est ensemble, on a un enfant. Voilà, je sais que t'es papa depuis quelques temps, mais est-ce qu'à un moment elle te dit écoute, moi je supporte plus le fait que tu sois sur scène. Ouais. Parce que j'ai la honte parce que j'aime pas ça. En fait, j'ai fait un cauchemar un jour où tu étais sur scène et on me tirait dessus. Donc maintenant, à chaque fois que tu fais de la scène, j'ai peur qu'on me tire dessus. Est-ce que tu veux bien pour moi arrêter de faire du stand-up, s'il te plaît? Non. non, c'est pas possible. Non, si elle m'aimait voilà, je peux toujours tourner ça comme ça. Tu peux toujours retourner, mais elle vraiment elle tombe, elle pleure, elle est malade, elle a peur de mourir. Tu dis bah écoute, je vais t'acheter un gilet pare-balles. Tu lui achètes je t'achète un gilet pare-balles et une maison en titane. Ouais, justement. Voilà. Et là, laisse-moi monter. Ouais. Donc c'est vraiment un moteur de ouf, quoi. Non, parce que j'ai réfléchi justement sur cette question. Souvent, les gens arrêtent parce que soit ils croient plus, soit ils deviennent connus et ils commencent à faire des films et ils arrêtent. Comme Eddie Murphy. Par exemple, ou même Woody Allen. Woody Allen aussi. Robin Williams fait toujours. Il continue encore là, mais en spectacle ou plus rarement, c'est-à-dire il a fait un spectacle il y a 2 ans. Sérieux? Ouais, putain, c'est énorme. Chacun de ses spectacles sont énormes. Ah ouais, non, mais c'est vachement bien. Il est énorme. Il a fait à Washington DC. Je sais pas comment ça s'appelle. Peut-être ça fait 3 ans, mais il continue toujours. Ah, ça tue. Et j'ai écouté le CD audio où il jouait au Mets à Chicago, enfin au Met. Met Stadium. C'était pas le Met Stadium, mais la salle devait s'appeler. Enfin bref, c'était mortel. Ouais. Non, il parlait de cam, il parlait d'un milliard de trucs. Il est énorme. Et non, parce que même si j'étais connu, je pense que c'est en base parce que ça. Si j'étais acteur, ça m'aide d'être acteur. Ouais. Si j'écris pour quelqu'un d'autre, si j'écris pour une série, ça aide. Donc le moteur, l'envie, c'est la scène. Donc si je suis plus connu, je vois pas pourquoi j'arrêterais. L'autre truc, c'est qu'au contraire, ça marche plus après un moment.
Et dans ce cas-là, au contraire, ça peut être même bien si je deviens facteur, parce que je gagne plus ma vie en faisant le stand-up. Je pense que ça peut être encore quelque part mieux parce que j'ai plus le côté aussi, il faut gagner ma vie avec. Donc il y a... Et en plus, tu peux faire des vannes sur les Colissimo. Exactement. Et c'est rare ça. C'est rare. Et je sens qu'il y a un public pour ça. Ah, c'est sûr. Les papiers bulles, tout ça. Justement. Là, ça se trouve, t'as un spectacle de niche incroyable. En entreprise, tu cartonnes. Mais le truc, c'est que si tu enlèves, parce que malgré tout, même si je fais du stand-up pour le plaisir, j'ai quand même la pression de gagner ma vie avec. Bah ouais. Il est là. Et j'allais te demander justement, t'es pas produit? Non. Alors quand tu joues ton spectacle, en fait tu loues la salle, il y a un deal. Il y a un deal. Genre vous partagez la recette, j'en sais rien, des trucs comme ça. Ce genre de choses, parce que ce que j'ai fait est assez unique. D'accord, bah, je peux Et je me suis dit, un peu grâce au conseil de Ken qu'aujourd'hui, c'était après un moment, il a dit... arrête de payer pour ta salle. Ah oui. Et je me suis mis en tête, et c'était fou, quand je l'ai mis en tête, quand je me suis dit, je vais plus payer pour la salle, il y avait des offres qui sont venues. Miraculeusement, ou pas. Bah, c'est un tout en fait. C'est un tout, c'est que des fois il y a des opportunités et il y a des déclics qui se font. Des clics dans la tête qui font que ça bascule sur la réalité. Et justement, et c'est fou à quel point c'est puissant ça. Mais parce que en fait psychologiquement aussi t'as changé. T'es arrivé avec une humeur différente. Et t'es différent. Et t'es différent et ça change tout. Et les gens. L'assurance est différente. Et les gens autour de toi, leur aperçu sur toi change aussi. Bien sûr. Et donc, pour revenir à la question, non, je pense pas que je vais arrêter, je vois pas. Parce que quand je vois Bill Cosby à 70 ans... J'allais te dire ça, tu te vois vieux, jouer assis, tu lèves tes chaussures et tu racontes ta vie de facteur. C'est sûr. Ça tue. Bah, c'est classe. Toi aussi, je présume. Ah oui. Non, mais moi. Ça a devenu une drogue que. Ah oui, c'est de la drogue. Mais il n'y a pas meilleur équivalent, c'est de la drogue. C'est marrant en plus parce que je parlais de ça avec une copine il y a 2-3 jours. Et elle me disait, mais entre plus faire de scène et plus voir tes amis, qu'est-ce que tu choisis? Et déjà, j'ai dit, mais déjà, bon, c'est chiant comme choix. Mais franchement. Je serais triste en fait si j'arrête la scène. Donc si c'est pour être avec mes amis et être déprimé, c'est pas très intéressant. Donc je crois que je préfère faire la scène et de temps en temps on s'envoie des vidéos alors. Là, je les vois pas mais on parle par vidéo, par MSN. On va dans le passé et on reparle par MSN. Parce que c'est trop dur, je peux pas arrêter la scène. Et moi c'est pareil, tu vois, j'ai envie de faire aussi, si j'ai l'occasion de refaire du théâtre peut-être, de faire du ciné si j'en ai l'occasion. Mais le moteur ça a toujours été la scène. Et on peut pas m'enlever ça. C'est une vraie sécurité qu'on a, c'est qu'on peut pas t'enlever le fait à un moment d'arriver quelque part, de juste avoir un micro, pas d'accessoires et de raconter des trucs. Je me retrouve là-dedans en fait. Et t'es au plus près de toi. Et ça c'est génial. C'est génial parce que tu peux incarner des situations, des personnages, tout ce que tu veux, mais au final c'est toujours toi qui parles. Ça tue. C'est mortel. Et il y a plein d'autres arts qui sont des drogues. Mais c'est vrai que... L'accordéon est pareil. L'accordéon... ça se voit dans les gens dans le métro, ils sont accros. Ah ouais, ils lâchent pas. Et les fléchettes. Ouais, j'ai entendu, ça je connais pas par expérience, mais surtout si t'as un petit portrait de quelqu'un. Bah là après tu vois, puis tu t'améliores avec le temps. C'est comme le stand-up, c'est l'expérience, c'est ça. Tu vises les pupilles, au bout d'un moment tu les vises dans la vraie vie. Donc t'as quelque chose à dire, t'as de la promo que t'aimerais faire, Alors promo, en fait, il y a plein de sujets, je me rends compte, dont je pensais parler avec toi que je me suis pas abordé, mais c'est bien que ça veut dire qu'on avait plein de choses. C'est ça. Parce que je voulais te parler de chaussettes, un peu plus sur l'histoire racontée par les chaussettes et Golden Moustache, parce que maintenant vous êtes avec eux. J'ai vu récemment que tu as fait la mission 400. Mission 404. Tu étais c'est génial. Ouais, j'ai trouvé ça cool. Et bon, pardon, si tu as des promos à... Alors, promo, en fait, là je pars donc jouer mon spectacle du 3 au 17 à Montréal, au Festival Juste pour Rire. C'est cool. Ça, c'est génial. C'est cool. C'est pas la première fois, tu vas le faire. Si, avec le solo, si. Donc c'est vraiment... Génial, et on fait un truc qui s'appelle le ZooFest, on fait des plateaux avant, on fait tous 7 minutes, avec Yacine, avec Boone, avec plein d'autres personnes, Charles Gabris, il y en a plein. Et là, après, je joue mon spectacle, donc ça, c'est mortel. Et je finis au Catacombes, qui est une belle salle apparemment...
qui est très classe, et il paraît qu'elle est faite pour moi dans le sens où c'est très... il y a des squelettes, il y a des machins, donc voilà, ça va être marrant à faire. Et devant combien de gens, Alors, les katas, je crois que c'est une 200 ou une 250, je crois. Et sinon, les premières que je fais, genre je dois en faire 10 ou 11, et les 10 premières, je crois que c'est une 90, c'est très bien. Ah ouais. Très très bien. C'est intime, c'est bien. Ouais, c'est vachement bien. Après, je fais Avignon, je joue mon spectacle du 23 au 28. Ah oui, tu fais Avignon. Ouais, au Palace en salle 2 à 23h40. Ouais. On va démarrer à minuit, tu vois. Ouais. Donc ça va être très intéressant. Ouais. Il est possible qu'il y ait 20 personnes, tu vois, j'en sais rien. Bien sûr, c'est Avignon. Mortel. Ça, après, je pars en tournée de septembre à décembre, en train de mettre en place les dates de tournée. Et puis, comme je te disais tout à l'heure, je pense que la captation du DVD se fera le premier trimestre 2014, au plus tard premier semestre. Okay. J'espère que ça se fera dans une... Bon, ça sert à rien de dire le nom de la salle, mais on est en train de négocier avec une salle assez sympa pour faire le DVD, quoi, pour enregistrer le spectacle. Et je suis content de le faire pour plusieurs raisons. Un, le DVD, une fois qu'il sera fait, déjà, sera un aboutissement personnel pour moi. Ouais, j'allais te poser la question. Vraiment, ça me fait tellement plaisir. Ouais. Et deux, je sais que il va forcément être énormément téléchargé vu que tout le monde pompe. Ouais. Mais c'est une bonne nouvelle parce que ça veut dire que n'importe qui pourra le voir. Tu vas faire un peu comme Louis C.K., mettre en ligne pour 5€. On réfléchit avec ma prod. C'est une très bonne idée. Parce que c'est une très très bonne idée. Ouais. Après, quand tu t'appelles Louis C.K., c'est plus simple du coup. Ouais. Mais c'est très intéressant et c'est vrai que maintenant, ça change. Voilà. De toute façon, il faut être inventif maintenant. Ouais. Complètement. Exactement. Donc voilà, peut-être à une petite somme, ça sera bien. Et puis voilà, je me dis que n'importe qui pourra le voir quoi qu'il arrive, qu'il l'ait acheté officiellement ou pas. Ouais. S'ils ont aimé le spectacle une fois qu'ils l'ont vu, et peut-être que ceux qui ne seront pas venus la première fois se diront s'il en refait un, là j'y vais par contre. Ouais. Et c'est là où normalement je reviens fin d'année 2014 avec le deuxième. D'accord. Et donc ça te permet, cette captation, de genre mettre une espèce de boîte autour de ton spectacle et dire ok, là c'est enregistré, c'est quelque part. Maintenant, je peux recommencer. On repart. Okay. On repart à zéro et là, on va reflipper un peu. Ouais. Ça va être trop excitant, mais ça va. Mais on fait ça pour ça. C'est ce qui est bien aussi. Même si tu recommences à zéro, tu vois l'expérience que tu as. Donc, tu as de plus en plus de plaisir. Exactement. Comme un musicien, justement. Et puis, tu t'es amélioré entre-temps sur plein de choses, sur ton assurance sur scène, sur ta façon d'écrire. Ouais. Donc, tu sais que tu repars pas vraiment de zéro. Tu repars, entre guillemets, de zéro au niveau des idées. Ouais. Mais tu repars pas comme je te disais tout à l'heure. Ton expérience. Elle est là. Et c'est ça qui est génial, c'est ça qui tue. Plus jamais quelqu'un peut enlever ça. Voilà. Et surtout, là, ça aura été fixé et c'est gravé quelque part. Ouais. Donc déjà, ça, on peut plus me l'enlever, ça existe. Ouais. Maintenant, après, on recommence. Ouais. Bon, merci beaucoup. Merci à toi, Sébastien. Avec plaisir. Voilà, on a fini notre conversation en parlant d'un nouveau début. Et donc, parce que finalement, le stand-up, c'est que ça, c'est juste les cycles de la vie. Comme il m'a demandé, vraiment, je pense pas arrêter le stand-up, lui non plus. Donc, ça veut dire que finalement, c'est juste une série de fins et de débuts. Comme c'est beau. Merci beaucoup d'avoir écouté encore ce podcast. N'hésitez pas à aller sur le site de Dedo et vous pouvez aussi liker la page Facebook de ce podcast, donc voilà quoi. Et si vous voulez me voir sur scène, vous pouvez aller sur mon site qui est sebmarx.com. Voilà quoi.